Bienvenue à tous, bienvenue à cette séance, cette première séance du Conseil des commissaires de l'année scolaire 2017-2018. Tout d'abord, bonne rentrée à tous. Je sais que c'est un moment où vous travaillez extrêmement fort pour faire en sorte que tout rentre dans l'ordre dans chacune de nos écoles et de nos centres. Donc, merci pour votre travail incroyable en cette rentrée scolaire. Merci aussi à toute l'équipe des directions d'unité, l'équipe aussi des ressources matérielles pour avoir préparé les écoles dans toutes sortes de contextes, de travaux de notre part, mais aussi de travaux de la ville devant nos écoles. Alors, merci vraiment à l'ensemble de l'équipe des ressources matérielles. Peut-être signifier ce soir, c'est le dernier conseil des commissaires de Mme Di Guglielmo qui quitte pour la ville. Donc, après plusieurs années, vous avez gravi plusieurs échelons chez nous, Mme Di Guglielmo. Je pense que vous avez même été répartitrice à une certaine époque. Vous avez travaillé vraiment dans différents départements. Ça n'a pas été facile les dernières années dans votre service. C'était le retour à l'équilibre budgétaire. Et l'équipe des ressources financières a travaillé extrêmement fort pour atteindre non seulement l'équilibre, mais un léger surplus. Donc, j'aimerais d'abord qu'on vous applaudisse. Puis peut-être si vous voulez nous dire quelques mots après. Moi, je vais vous dire un merci plus particulier au nom des commissaires, puis en mon nom, pour vos longues et nombreuses explications. Je n'étais pas la bonne en maths, mais je pense qu'avec vous, ça m'a permis de bien comprendre l'ensemble de nos finances à la commission scolaire. Donc, merci aussi pour votre capacité à expliquer des choses parfois complexes. Donc, merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'adoption de l'ordre du jour. Maître Galland va nous faire la lecture des ajouts et des retraits. Merci, Madame la Présidente. Donc, en ajout 1, le dossier numéro 13A, A34-28-38, service du secrétariat général, le projet de loi 144, c'est-à-dire la loi modifiant la loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions législatives concernant principalement la gratuité des services éducatifs et l'obligation de fréquentation scolaire. En fait, c'est l'avis de la commission scolaire de Montréal à la commission de la culture et de l'éducation. On a au point 13B, A34-28-39, service du secrétariat général. Il s'agit du projet de loi sur la législation du cannabis. Le mémoire de la CSDM est déposé. Le point 15, la réception des pouvoirs exercés par le directeur général en cas de circonstances particulières, l'article 11 du règlement de délégation de pouvoir. Donc, les dossiers MDG 02-362, le dossier NDG 02-363, le dossier ODG 02-364 et le dossier PDG 02-365. Dans les retraits, maintenant, le point 5, CCM 261, le décret 702-2017, la rémunération des commissaires. Dans le retrait également, le point 10, A32-182, service des technologies de l'information, dépôt de la planification annuelle des ressources informationnelles 2017-2018, le PARI. Et maintenant, toujours en ajout, le point 16F A33-1075, service des ressources matérielles, bilan de la rentrée 2017. Et enfin, en retrait, le point 9, le rapport A10-121, service de l'organisation scolaire, projet de consultation relatif au calendrier scolaire, de la formation générale adulte, des jeunes et professionnels. Voilà. Merci beaucoup, Maître Galland. Et je ne voudrais pas oublier, on a souligné un départ, mais on a aussi une arrivée. Donc, la nouvelle directrice des services éducatifs, Mme Maryse Tremblay, qui accède à ce poste névralgique sous la gouverne de M. Daviau, notre directeur adjoint.
On s'ennuyait de vous, Monsieur Davio. Donc, toutes nos félicitations, Madame Tremblay. Vous n'avez pas du tout de pain sur la planche. Il n'y a pas de travaux importants dans toutes les sphères de votre département. Ce n'est pas au cœur de la mission première de la commission scolaire. Effectivement, c'est au cœur. Puis vous allez aussi travailler à notre plan d'engagement vers la réussite, donc nos objectifs pour les 5 prochaines années. Donc, c'est ce plan d'engagement qui va être élaboré cette année. Donc, merci infiniment. Donc, concernant l'adoption de l'ordre du jour, concernant les ajouts et les retraits, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est donc adopté. Concernant l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2017, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est adopté. Nous sommes à la période réservée au public et c'est la première fois que je n'ai pas personne d'inscrit à la période réservée au public. C'est assez inusité, là, pour les derniers mois et les dernières années. Même M. Fitzsimmons n'est pas avec nous. Donc, je me sens déstabilisée, là. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient s'adresser au conseil à la période réservée au public? Bon. Donc, on n'a pas d'audience non plus, pas de demande d'audience ce soir. Ça reviendra, j'en suis certaine. Nous sommes au point 4, avis de proposition. Madame Bélanger-Hein. Oui, bonsoir Madame la Présidente. Oui, j'aurai donc un avis de proposition sur le mouvement L'école ensemble. Merci. Merci, Madame Bélanger-Hein. Madame Baudet. Oui, Madame la Présidente, j'ai aussi un avis de proposition sur le partenariat avec les regroupements partage. Merci, Madame Baudet. Monsieur Valkenberg. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est un avis de proposition pour les pratiques des responsables, ministère, transport et ville, arrondissement, en matière de conception, de priorisation et de sécurisation des chantiers, des infrastructures routiers. Merci, Monsieur Valkenberg. D'autres avis de proposition? Nous sommes donc au point 6, puisque le point 5 est retiré. Au point 6, capacité d'accueil. Demande d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 2017-2018. Donc, le fameux lot 8, puisque pour la 8e année, nous déposons des demandes importantes au ministère de l'Éducation pour l'enseignement préscolaire primaire, l'enseignement secondaire également, pour des dossiers aussi d'opportunités et des demandes concernant d'éventuels terrains pour les développements résidentiels. Donc, plusieurs quartiers sont ciblés. Madame Cousineau. Donc, dans le lot 8, moi, j'ai plusieurs raisons de me réjouir de certains projets qui sont présentés, notamment au centre-ville. Vous allez présenter le projet du 12-20, 12-30 de la montagne, un projet qui, moi, pas juste moi, là, qui tient à cœur à beaucoup de gens. C'est un bâtiment patrimonial. Donc, je suis vraiment très heureuse de voir qu'on a réussi à bonifier le projet. Je pense que dans la dernière version, il y aura 14 classes, donc beaucoup plus que le projet initial qui était de 8. Donc, pour moi, ça demeure un projet absolument magnifique, puis qui est à proximité de Griffintown aussi. Il y a un autre projet, je ne sais pas si vous allez en parler, Madame la Présidente, au centre-ville aussi, je vais vous laisser en parler, qui est aussi un très beau projet. Donc, chaque fois qu'on est dans du patrimoine, je trouve que la commission scolaire trouve tout son sens pour présenter des projets patrimoniaux compte tenu du lot d'écoles à caractère patrimonial que nous avons. Dans ce projet-là, j'ai appris en ouvrant ces documents que nous allions déposer un projet pour Griffintown. Non seulement un projet pour Griffintown, mais un projet aussi pour la Petite-Bourgogne. Un agrandissement de l'école de la Petite-Bourgogne, ça je le demandais depuis très longtemps, donc il avait été déposé une première fois, refusé. Je suis très contente qu'on ressoumette un projet d'agrandissement pour l'école de la Petite-Bourgogne. Mais on apprend aussi dans le document qu'il y aura aussi une proposition de projet pour Griffintown, vraiment le secteur Griffintown, dans le secteur où la CSDM dispose déjà d'un petit terrain
Et où, pour la première fois, on apprend qu'il y aurait peut-être une piste, un moyen d'agrandir puis de construire une école. Là, on est dans le secteur est de Griffintown. Ça peut être une belle piste à étudier, mais bon, évidemment, ce que je vais demander, moi, c'est que tous les acteurs locaux, moi la première, ceci dit, soient impliqués dans la réflexion. Parce que là, on est dans 2 projets, hein. Dans le même lot, on présente à la fois quelque chose pour Griffintown puis quelque chose autour de l'école de la Petite-Bourgogne. Est-ce qu'on a besoin vraiment de ces 2 projets-là? Quelles sont les analyses qui ont été faites, à la fois les coûts, mais les analyses démographiques? Où est-ce que la condensation de population est la plus importante? Est-ce que c'est surtout dans le secteur Griffintown, surtout près de l'école de la Petite-Bourgogne? Puis moi, je sens vraiment le besoin qu'on aille plus loin, qu'on aille vers la tenue d'une consultation publique dans tout ce secteur-là autour du développement d'une école. On sait que ça a été très médiatisé, très demandé. Une école dans Griffintown, ça n'avait pas été prévu dans les plans initiaux. Longtemps, on a pensé qu'il n'y avait aucune piste de solution. Donc, je vais vraiment faire la demande à la commission scolaire d'abord de m'informer dans le menu détail là, de l'avancée de cette possibilité-là, de cette nouvelle possibilité-là, puis de tenir une consultation publique dans le quartier avec l'ensemble des acteurs impliqués. Je ne parle pas juste d'une consultation au comité de quartier, c'est trop étroit. Il faut que ceux qui n'ont pas d'enfants à l'école encore, qui ne sont pas actuellement dans le réseau scolaire, puissent participer à ces réflexions-là. Merci, Mme Cousineau. Peut-être juste pour mettre un peu le contexte de cette demande-là, le service de l'organisation scolaire, l'équipe de M. Prescott, nous a préparé au printemps dernier la documentation à partir des statistiques du ministère de l'Éducation, puisque c'est les seules statistiques qui sont considérées par le ministère pour accorder des agrandissements et des constructions. Donc, ils nous ont préparé le portrait global de la commission scolaire pour les 5 prochaines années, avec l'augmentation d'élèves année après année. Je rappelle que ces statistiques-là ne comptent pas les développements résidentiels, ni les immigrants, ni les réfugiés, ni les demandeurs d'asile, considèrent seulement les enfants qui sont nés sur le territoire, qui ont fait une demande d'assurance maladie, qui ont obtenu un code postal et qui sont des résidents actuels, mais pas les nouveaux immigrants ou toute personne qui vont arriver ou qui sont arrivés dans les dernières semaines et les prochains mois. Donc, ni les développements résidentiels et les déménagements de gens qui pourraient venir habiter sur le territoire de la Commission scolaire de Montréal. Donc, déjà, à partir de ça, on voyait que la tendance se maintient. On parle cette année, dans les derniers chiffres, puis merci à l'organisation scolaire, puisqu'il y a un travail immense qui a été fait avec les directions d'unité puis les écoles, de 1200 nouveaux élèves. Là, ça a été confirmé dans les derniers jours. C'est réel dans nos classes. Donc, 1200 élèves cette année. Et la progression est d'environ 1000 élèves par année pour les prochaines années, jusqu'en 2021-2022. Donc, on a eu l'occasion de voir ce portrait-là avec la capacité d'accueil, puis le fait que certains quartiers dépassaient un taux d'occupation de 100 %, allant à 134 %, voire à 200 % dans certains secteurs. Donc, à partir de ça, il y a un comité de travail, l'organisation scolaire, ressources financières, qui ont élaboré différentes options. Et la semaine passée, on a pu ensemble, au niveau des commissaires, parcourir ces différentes options pour déposer dans le fond au ministère dans les prochains jours. Et ensuite, le ministère va nous demander des questions supplémentaires concernant nos demandes. Donc, on va devoir fournir tout un ensemble d'éléments au fur et à mesure du processus pour une approbation qui arrive souvent en toute fin d'année ou pendant l'été. Et donc, à travers les années, on déposait plusieurs projets, mais là, on augmente vraiment la cadence du nombre de projets déposés. Ça vient également avec une volonté des ressources matérielles de doubler le personnel pour pouvoir assurer la cadence, entre autres, des chargés de projet pour superviser les projets qui seront acceptés. Donc, j'avais quelques interventions. Madame Bélanger-Heng. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, moi, je suis ravie à la lecture de ce lot 8. Ravie, pourquoi? Parce que le district de Peter McGill n'a aucune école
J'ai aujourd'hui 330 élèves qui sont transportés donc jusqu'à 2 heures par jour jusqu'à Saint-Léon-de-Westmount. Donc de voir cette proposition, sachant que d'ici les 4 prochaines années, on va être à 207% de capacité. Donc je me dis, j'espère que ces projets vont se réaliser, ils vont être considérés par Québec. Merci encore. Merci, Mme Bélanger. Monsieur Gosselin? Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, je suis aussi content du lot 8. Je suis à la fois content et je vous dirais aussi à la fois surpris, puisque l'an dernier, lorsqu'on a déposé le lot 7, on avait fait quelques interventions, là, moi-même et mes collègues indépendants, parce qu'on se demandait vraiment si le lot 7 était véritablement en adéquation avec les besoins qu'on pouvait voir avec les données que nous avions. Et à ce moment-là, on nous avait dit plutôt qu'on cherchait à rentrer dans une enveloppe de financement qui nous était allouée par le ministère de l'Éducation. Donc, je suis content de voir qu'on est sorti de cette logique-là au bénéfice de nos communautés. Mme Bélanger vient d'en faire un témoignage assez éloquent. On lui souhaite la scolarisation de ces enfants-là à l'intérieur du secteur Peter McGill. Vous venez de dire que nous avons certaines données. Vous venez de dire, Mme la Présidente, que nous avons certaines données, mais que ces données-là étaient incomplètes. Puisqu'on est encore un peu à la remorque des gens qui vont se déplacer. Montréal, surtout les quartiers centraux, étant une terre aussi d'accueil pour l'immigration, on a des gens qui arrivent qui ne sont pas dans nos données, ainsi que les nouvelles constructions. Je souhaiterais vraiment qu'on soit capable de raffiner notre analyse pour ne pas être à la remorque à chaque année et d'être capable de mieux séquencer dans le temps le dépôt des lots pour véritablement répondre aux besoins que nous avons. C'est un peu, puis vous pourrez voir comment on est capable de le faire, mais comment on peut réfléchir à ce que le lot 8, tel qu'il est présenté aujourd'hui, soit dans une séquence de 3 lots, afin de répondre justement à ce qu'on attend. Parce qu'à l'heure actuelle, vous vous promenez avec les données sur le taux d'occupation, les données pour maintenant et les données dans 5 ans. Lorsqu'on présente ça aux familles qui sont dans nos écoles et qu'on leur dit, à l'heure actuelle, tout ce qu'on est capable de vous dire, c'est qu'on a déposé le lot 8 et qu'on attend la réponse, mais on n'est pas capable de se projeter les années subséquentes, les années suivantes, quelles vont être les actions qu'on va être capable de mener. Il est très difficile de sécuriser ces familles-là. Donc, j'espère qu'on sera capable de raffiner ces prévisions-là. Vous savez, il y a des démographes qui en font un métier et on a l'expérience aussi par les années passées. On est capable quand même de poser des hypothèses, j'en suis sûr. Et j'espère qu'on va être capable de séquencer les lots pour se donner une perspective pour quand on consulte nos communautés ou lorsque même on va voir le ministre, on soit vraiment capable de défendre ces données-là et ces lots-là. Moi, je suis persuadé qu'on est capable de défendre les données et les lots, mais il y a encore des inconnus quand on dit certains terrains sont en construction, ces enfants-là qui viendront s'y établir ne font pas partie de nos prévisions. On devrait être capable quand même de faire des hypothèses et de les défendre de façon satisfaisante. Donc, c'est un souhait que j'ai. J'en suis très content qu'on soit un petit peu plus près des besoins véritables qu'on a, puisqu'on vit de la surpopulation dans énormément d'écoles et que ça cause en fait, je dirais, c'est multifactoriel, autant sur le climat de travail, le climat d'apprentissage. Donc, j'espère qu'on sera capable de mieux séquencer et de mieux voir venir à l'avenir aussi. Merci. Monsieur Dufort. Merci, Madame la Présidente. Alors, écoutez, à la lecture de ce document-là, c'est très intéressant de voir qu'il y a une dizaine de projets d'agrandissement prévus pour le quartier Rosemont, où on a une situation qui est assez difficile. Et puis, donc, c'est très appréciable. Ça nous permet de voir tranquillement la lumière au bout du tunnel, pouvoir offrir des conditions d'enseignement, des conditions de vie adéquates à tous nos élèves du quartier. Une petite correction technique à apporter dans le descriptif du projet de l'école Sainte-Bernadette-Soubirous, où plutôt que d'évoquer qu'on devra recommencer les plans et devis, ça c'est de l'histoire ancienne, mais bien de préciser que le projet est bel et bien en cours et que sa livraison est prévue pour 2019.
Alors, je pense que c'est une communauté qui a hâte de voir cet agrandissement-là se réaliser. Petite note aussi, dans certains de nos quartiers, on peut observer, on notait au plan triennal en juin dernier, des prévisions, notamment pour les effectifs scolaires au secondaire qui seront très élevés dans quelques années d'ici. Dans ma circonscription, on parle d'une augmentation de 22 % d'élèves du secondaire. On voit très peu de projets d'agrandissement du secondaire, notamment dans l'Est. Alors, j'invite nos services à voir de ce côté-là pour s'assurer qu'on ait en place toutes les classes requises au moment où ces élèves-là arriveront au secondaire. Merci. Merci, M. Dufort. Effectivement, 2 projets qui sont déposés ce soir pour le secondaire, donc à l'école Joseph-François Perrault et à l'école Sophie Barra. C'est chose faite dans le sens où on essayait depuis plusieurs années d'avoir des approbations qui étaient refusées pour le secondaire. Mais enfin, cette année, on a eu l'approbation pour l'école Lavoie dans Côte-des-Neiges. Donc, maintenant, on peut avoir des projets au secondaire. Madame Mastro-Monaco? Oui, merci. Je tiens à souligner, attirer l'attention de Madame la Présidente, qu'il n'y a pas si longtemps, on était quand même à moins 52 locaux à Notre-Dame-de-Grâce. L'ajout d'espace, autant Judith-Jasmin, on a eu Sainte-Catherine-de-Sienne, l'agrandissement, et maintenant aussi l'annexe Prud'homme nommé tout récemment, donc au 36-41. 32 locaux, nous tombons donc à moins 20 grâce. Ici, moi, je veux croire à une certaine planification, une bonne planification qui a été faite et aussi une gestion de l'espace par nos services. On pourrait, si tout est accepté pour le quartier Notre-Dame-de-Grâce, finalement voir 0. Manque de locaux pour 2021-22 à 0. Donc, j'espère sincèrement que ce plan-là sera accepté par le gouvernement, par le ministère, et puis je pourrai annoncer l'année prochaine 0 de manque de locaux l'année prochaine pour 21-22. Merci. Merci, Mme Mastro-Monaco. Donc, M. Georges. Merci, Mme la Présidente. La résolution qui nous est soumise et le document qu'on a qui l'accompagne, ça correspond bien sûr à des besoins réels et qu'on a bien calculé. On est capable de dire dans tel quartier, il manque tant de classes, dans tel autre quartier, il manque tant de classes. Et en ce sens-là, j'espère que c'est à l'unanimité qu'on va adopter cette résolution-là. Par ailleurs, quand on était au comité politico-administratif, on a clairement établi une distinction entre les demandes adressées au ministère de l'Éducation et les 2 pages qui sont sur les développements nouveaux à Montréal. Et j'aurais donc un premier amendement à formuler à la proposition qui est là, et ce serait d'ajouter un 3e résolu qui se lirait ainsi, de mandater la Direction générale, en collaboration avec le service de l'organisation scolaire et le service des ressources matérielles, pour sensibiliser le ministère de l'Éducation aux besoins de scolarisation des enfants, adolescents et adultes qui vivront dans ces nouveaux milieux. Je fais référence aux nouveaux milieux qui sont identifiés dans 2 pages du document. Par ailleurs, c'est très, très bien que nous demandions au ministère de financer ces projets-là. On en a besoin, les chiffres sont éloquents. Mais les chiffres sont éloquents à un autre égard, à savoir que même avec cela, le problème demeurera. Le problème demeurera et il faut trouver une solution à cela. Alors, j'ajouterai un autre amendement, d'abord d'ajouter 2 considérants, considérant que même si toutes ces demandes étaient satisfaites, le problème de la surpopulation de nos écoles demeurerait. Et considérant que les écoles de la Commission scolaire English Montreal sont loin d'être optimalement occupées et qu'elles pourraient être partagées avec la CSDM, et cela entraîne les 2 résolus suivants, de donner à la présidente le mandat de réitérer auprès des autorités gouvernementales et municipales la nécessité de multiplier les agrandissements et, dans certains quartiers, de trouver des terrains additionnels. Et un 2e résolu de réitérer auprès de la direction de la Commission scolaire English Montreal
La nécessité d'en arriver à une entente sur les formes de partage des écoles anglophones dans les quartiers où cela pourrait être une solution au problème de la surpopulation, voire à favoriser le développement de projets communs. On a déjà dit cela, on a déjà répété cela. Vous vous souviendrez qu'on a adopté une résolution où vous avez écrit à des ministres, vous avez demandé une concertation d'agents de Montréal sur l'utilisation des immeubles publics. D'aucuns pourraient croire que répéter cela, ça ne donnerait rien. C'est évident que ce n'est pas parce qu'on demande quelque chose qu'on va l'avoir, mais c'est évident aussi que si on ne le demande pas, il n'y a personne qui pourra nous répondre. Il nous faut continuer à exercer ces pressions-là, et la parole est un de ces moyens de pression. J'espérerais que ces amendements seront adoptés à l'unanimité au Conseil. Merci, M. Georges. Donc, sur les amendements de M. Georges, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur les amendements? M. Gosselin. Oui, ben, moi, je souhaiterais avoir une copie des amendements, puis peut-être lever l'Assemblée le temps que je puisse les lire, plutôt que juste me les déposer séance tenante comme ça, parce que sinon, je vais m'abstenir. Donc, voilà ma demande. Bon, écoutez, ouais. Donc, on va prendre une légère pause. Oui. Donc, on va faire une copie pour tous, et ensuite, on va revenir à cette adoption-là. Donc, au point 7, Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d'encadrement, personnel de direction d'établissement scolaire, poste de direction, évaluation finale. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant ce dossier? Il est donc adopté. Le dossier 8, mise à jour. Je pense que le dossier 8 va nous prendre un petit peu plus de temps que le dossier 7. Donc, le dossier 9 est retiré. Le dossier 10 également. Le dossier 11, service des ressources matérielles, révision de l'entente cadre régissant l'échange de services entre la Commission scolaire de Montréal et la Ville de Montréal. Donc, Mme Mastro-Monaco, je pense que vous aviez certains amendements. Oui, excusez, 2 amendements, Madame la Présidente. Au premier résolu, d'ajouter dans la liste des représentants qui feront partie du comité de travail CSDM, d'ajouter la présidente comme représentante du conseil des commissaires. Et au deuxième résolu, de mandater la direction générale pour valider les principales recommandations et orientations émises par le comité de travail en vue de la négociation avec la Ville de Montréal et de présenter les résultats au comité exécutif. Merci, Mme Mastro-Monaco. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur les amendements de Mme Mastro-Monaco? On commence par les amendements, puisque c'est comme ça. Puis après, on revient au dossier principal. Donc, sur les amendements, est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur les amendements? C'est donc adopté. Donc, sur le document principal, la révision de l'entente cadre, M. Gosselin. Merci, Madame la Présidente. Donc, en fait, nous avons ici une révision, un document qui propose la création d'un comité pour réviser l'entente cadre qui réagissait à l'échange de services entre la Commission scolaire de Montréal et la Ville de Montréal. Donc, on est, je pense en tout cas, personnellement, je ne suis absolument pas contre la révision de cette entente-là, d'autant plus que la dernière a été signée en 1991 et que ça a changé énormément depuis ce temps. Autant à la Ville qu'ici et autant dans les besoins et les demandes des uns et des autres. Donc, effectivement, c'est intéressant de revoir cette entente-là. Là où j'ai un petit peu plus de bémol, je dirais, c'est que bien que l'entente prévoit la création d'un comité, on va quand même se baser, le document est quand même un document qui met la table pour les discussions qui auront lieu à l'intérieur de ce comité-là et que c'est un document qui ira aussi, j'imagine, rejoindre les autres documents dans l'espace public.
Le petit bémol que j'ai, c'est la position qu'on prend à l'intérieur de ce document-là, qui est une position très Commission scolaire de Montréal. Et je m'explique, c'est-à-dire que nous avons dans le document un peu l'état des revenus et des dépenses que nous occasionnent et que nous engrangeons avec cette entente-là, un écart de moins 175 000 $ pour la Commission scolaire de Montréal. Ceci étant dit, il s'agit uniquement ici de choses qui sont encadrées par cette entente-là. Et Dieu sait que qu'on profite d'espaces publics, d'espaces aménagés par les arrondissements, par les villes, et qu'on ne comptabilise pas non plus cette utilisation-là. Je prends un exemple. Tantôt, je vous disais que depuis 1991, les choses avaient bien évolué. Par exemple, j'imagine qu'en 1991, avec l'espace qu'on pouvait avoir dans les écoles, toute école avait une bibliothèque, ce qui n'est plus nécessairement le cas. Donc, on a de plus en plus de groupes qui se dirigent vers les bibliothèques municipales et qui les utilisent à ces fins. On peut penser aussi à la volonté qu'on a de faire bouger nos jeunes. On va utiliser les parcs et les installations municipales pour ce faire. Et ce n'est pas à l'intérieur du document non plus. Donc, là où j'avais un bémol, c'est que j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup plus de services. Puis, encore aujourd'hui, on vous entendait au 98.5 demander à ce que la ville fasse des trottoirs devant une école. On parle de tout ce que les arrondissements ont pu faire comme sécurisation aux abords des écoles qui ne sont pas comptabilisés à l'intérieur de ça. Donc, lorsqu'on veut convenir d'un partenariat avec des gens, faut faire aussi, je pense, très attention à ce qu'on projette ou à ce qu'on met comme base pour discuter de ce partenariat-là, puisque à l'heure actuelle, je suis persuadé que la Commission scolaire de Montréal est gagnante aussi à être sur le territoire de la Ville de Montréal, puisqu'on a des arrondissements qui font beaucoup pour les familles et les enfants, donc, et qu'on utilise énormément ces installations-là qui occasionnent aussi des frais de maintien, les parcs et tout ça. On pourrait aussi parler de surutilisation, là, parce que nous, on dit de nos installations qu'il y a des fois une surutilisation qui entraîne une usure prématurée, mais on pourrait dire la même chose, par exemple, des gazons des parcs. Donc, je vous invite vraiment à faire attention lorsque vous entamerez votre négociation parce que je pense que si on veut créer un partenariat, il faut s'assurer qu'on se met qu'on est capable de mettre la table et de voir tout ce qui est échangé entre la Commission scolaire de Montréal, la Ville de Montréal ainsi que les arrondissements aussi beaucoup. Merci. Juste peut-être rappeler que le développement social, les sports et les loisirs sont une responsabilité de la Ville de Montréal. Que dans le fond, là, c'est l'entente cadre sur le partage d'équipements. Donc, on parle de gymnase, bibliothèque, auditorium, piscine, aréna, etc. Donc, ce comité de travail de la CSDM va identifier différents objectifs, puis voir comment on pourra présenter à la Ville de Montréal des changements qui sont nécessaires. Hein. On parle d'une entente cadre qui existe depuis 1991. Donc, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. À l'époque, j'étais encore à l'école secondaire, alors... Et peut-être évoquer l'importance, dans le fond, de partager ces équipements-là, y compris dans les nouvelles constructions, dans les nouveaux développements, et de travailler ensemble, dans le fond, pour le partage d'équipements collectifs. Madame Jorg? Je ne sais pas si on peut parler justement de l'ajout demande de capacité d'accueil et d'ajout. On est vraiment au dossier. Oui. On termine le dossier de l'entente cadre. Oui. Parfait, merci. Madame Cousineau? Pour ma part aussi, je suis mal à l'aise avec le ton qui est utilisé dans le document. Je vais m'abstenir de voter parce que je suis d'accord avec la formation d'un comité. On veut tous là, réviser l'entente cadre, mais un ton qui postule à l'avance que la CSDM est perdante, alors qu'il me semble que l'objectif, le seul qu'on devrait avoir à l'heure où on commence les négociations, c'est de s'assurer d'un partage, d'une utilisation maximale de toutes les infrastructures publiques. Puis ça devrait être ça l'objectif. Après, est-ce qu'il y a un des deux partenaires à qui ça coûtera quelques dizaines de milliers de dollars de plus? Bien, peut-être qu'on n'arrivera pas à un kiff-kiff. Donc, je suis mal à l'aise avec le fait de mettre l'accent en commençant une négociation sur le fait qu'il y a une iniquité complète, alors que, comme le disait mon collègue, on profite
amplement de l'utilisation des ressources de la ville. Voilà, donc à cause de l'angle qui est donné, du ton qui est donné dans un document comme celui-là, quand on démarre une négociation, un document qui devient public, puis qui va être entre les mains, entre autres, de nos conseillers municipaux, qui sont des partenaires très importants, je suis mal à l'aise. Je vais m'abstenir. Merci. Merci, Mme Cousineau. D'autres interventions? Donc, maintenant, sur la résolution, quelqu'un demande le vote sur le document. Mme Cousineau? Oui, on est sur l'entente cadre. Monsieur Valkenburg, vous vouliez intervenir sur l'entente cadre? Oui, juste il y a quelque chose qui me frappe, et juste avant qu'on passe à la vote. Je pense qu'il y a lieu d'une négociation. Et je trouve qu'on tous les commissaires aussi de la table ici devraient soutenir l'intérêt de la commission scolaire. Et pour réagir à le discours de M. Gosselin, je ne crois pas que des sécurisations autour des abords de l'école ou autour des écoles, de sécurisation routière, est quelque chose qui devrait être considéré comme un service pour lequel la commission scolaire devrait payer. Ce sont des services à tous les citoyens, incluant des visiteurs de l'école. Donc, je pense qu'il faut faire une preuve de discernement quand on embarque dans la négociation avec la ville. On a un intérêt à défendre, tout comme la ville le fait à notre égard. Merci beaucoup. Monsieur Posé. En loisir. Donc, à quelque part, il faut aussi penser à ça, que ce n'est pas que il va y avoir une négociation avec la ville, mais il faut aussi penser que, ultimement, sur le terrain, qui va opérer cette entente cadre-là, ce sont les organismes qui sont conventionnés. Donc, peut-être garder ça à l'esprit, effectivement, peut-être par rapport à l'effet très corporatiste de ce document-là, peut-être garder ça aussi à l'esprit que sur le terrain, c'est nos partenaires avec qui on travaille au quotidien. Merci beaucoup, M. Posé. M. Gosselin. Oui, juste rapidement, peut-être... je voulais juste rappeler à mon collègue, M. Valkenburg, que dans la loi sur l'instruction publique, le mandat de la CSDM est beaucoup plus large qu'uniquement l'instruction publique, mais qu'on doit voir aussi au développement de nos milieux. Donc ça, c'est une chose, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. La deuxième chose, moi, je vous dirais, M. Valkenburg, lorsqu'on veut développer un partenariat avec une autre entité, on ne peut que uniquement considérer ses propres intérêts. Et c'est là-dessus, justement, que je vous demandais une certaine ouverture et que je vous enjoignais de faire attention. On l'a déjà fait dans le cadre d'une résolution qu'on avait déposée pour le comité de gestion de la taxe scolaire. Vous le savez, je vais essayer de le résumer de façon très courte, où on demandait à la commission scolaire, c'était une résolution que j'avais déposée avec M. Dufort, de joindre les groupes d'achat qui permettent à l'ensemble des commissions scolaires de faire des économies. Et on demandait à la commission scolaire de joindre ces groupes d'achat-là aussi en partie par solidarité, puisqu'on retire du comité de gestion de la taxe scolaire. M. Gosselin, on est dans un autre sujet. Non, mais je pense j'aimerais ça qu'on revienne au sujet principal. Vous allez voir, oui, c'est ça. Bien, en tout cas, écoutez, ça fait longtemps que j'essaie de vous expliquer que quand on veut convenir des partenariats, il faut être capable aussi d'être beaucoup plus ouvert. Et malheureusement, ça semble être un peu plus difficile. C'est pour ça que j'utilisais cet exemple-là. C'est pour vous dire que la position qu'on a fini par adopter, c'était on va y aller si on est capable de faire $1 d'économie. Mais ce faisant, on laissait les autres commissions scolaires et on ne leur permettait pas d'aller chercher des économies qui auraient été cherchées si nous, on avait embarqué. Et cette façon de faire, étant donné qu'on en retire beaucoup plus du comité de gestion au niveau des milieux défavorisés, cause un tort à la commission scolaire. Donc, il faut faire attention lorsqu'on veut uniquement mettre de l'avant notre propre intérêt financier dans ce cas-ci. Il faut faire attention parce que ce n'est pas comme ça qu'on développe véritablement des partenariats. Donc, je comprends que, encore une fois, je parlerai peut-être pour rien, mais je tenais quand même à mettre ça sur la table puisque c'est une vision que j'ai depuis longtemps. Merci, M. Gosselin. Donc, maintenant, quelqu'un demande le vote sur la proposition de comité pour l'entente cadre. Donc, Mme Cousineau demande le vote. Maître Galland. Pardon. Oui, pour le vote. Catherine Harel-Bourdon. Pour. Marie-Josée Mastron-Monaco. Pour.
Chantal Jorg. Pour. Mohamed Mazami. Pour. Kenneth Georges. Jean-François Gosselin. Je m'abstiens. Jean-Denis Dufort. Je m'abstiens. Émilie Auclair. Pour. Diane Baudet. Ben Valkenberg. Pour. Stéphanie Bélanger-Heng. Pour. Violaine Cousineau. Je m'abstiens. Coco Maniruzaman. Pour, merci. Mélanie Robinson. Pour. Marcel Lauzon. Pour. Julia Druliol. Julie Wagner. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour et 3 abstentions. C'est impossible. Oups, je recommence. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ah oui, vous avez raison, vous avez raison. C'est beau. Vous avez raison. 14 pour, 3 abstentions. Donc, nous revenons au dossier de capacité d'accueil dont nous avons la copie de l'amendement. Donc, concernant l'amendement de M. Georges, est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'amendement? Il est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, nous revenons sur la question de la capacité d'accueil. Mme Georges s'est inscrite sur ce dossier. Merci, Madame la Présidente. Dans le quartier où je suis commissaire, Anisseq-Ouest, quartier-ville, on fait partie du Nord où on déborde dans nos classes, c'est-à-dire dans nos écoles, autant dans le quartier de mon collègue Mohamed Mazami à Saint-Michel, Anisseq-Est, et autant avec mon collègue M. Georges Villeray-Parc Extension. Donc, c'est une très bonne nouvelle d'apprendre que dans le lot 8, on va construire une école transitoire qui deviendra une école indépendante aussi, parce que c'est un quartier qui a beaucoup de constructions d'écoles qui ont été priorisées par la commission scolaire et qui ont été toutes acceptées. Donc, nous avons eu cette chance dans notre quartier. Et nous avons aussi plusieurs défis à relever. Comme vous dites si bien, dans la capacité d'accueil, on ne calcule pas les immigrants, les demandeurs d'asile ou bien les réfugiés. Et nous avons déjà eu les réfugiés syriens et maintenant, nous faisons partie aussi des centres, des 12 centres dans le Nord où nous accueillerons les demandeurs d'asile. Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le quartier. Merci. Merci, Mme Georges. Donc, il y a déjà eu plusieurs interventions sur le dossier de capacité d'accueil. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Il est donc adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant au dossier 8, mise à jour des critères d'inscription des élèves dans les écoles qui font de la sélection d'élèves, école de quartier offrant un volet particulier et école établie aux fins d'un projet particulier. Nous avons reçu un document annexe en tableau avec différentes modifications pour un certain nombre d'établissements. Je rappelle que c'est un processus qui a commencé depuis plusieurs mois avec le comité de vigie admission, avec un certain nombre de balises qui ont été adoptées au comité exécutif sur un encadrement par rapport aux critères d'admission. Le travail va se poursuivre. Donc là, nous sommes dans une adoption en lien avec les inscriptions qui vont avoir lieu cet automne pour la rentrée scolaire 2018-2019. Mais ce travail-là va être fait annuellement de validation des critères d'admission. Il y a une consultation qui va se poursuivre avec le comité de parents de la CSDM. Donc, des interventions concernant les critères d'admission. Julia Druliol. Alors, merci, Madame la Présidente. Donc, vous allez recevoir, je pense, une proposition commune de mes collègues Mélanie Robinson, Kenneth Georges et moi-même, ainsi donc que le document, le tableau avec les critères de sélection amendés que vous avez trouvé sur votre bureau. Cette proposition sur les critères de sélection des projets particuliers est loin d'être parfaite et nous en sommes tout à fait conscients. Mais si elle n'est certes pas le fruit d'une démarche de concertation aboutie, elle a toutefois le mérite de permettre la poursuite de cette démarche déjà bien entamée, tout en protégeant dans l'immédiat les intérêts des élèves ainsi que l'équité lors de la prochaine sélection qui commencera dans les prochaines semaines.
En effet, certains des critères sont des freins à la mixité sociale ainsi qu'à l'inclusion des élèves à besoins particuliers ou issus de l'immigration dans des projets pourtant tout à fait aptes à répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. Donc, les projets et volets particuliers de nos écoles sont d'une diversité, d'une richesse incroyable, mais il faut garder en tête qu'ils doivent rester accessibles à tous. Il appartient donc au Conseil des commissaires d'adopter ces critères de sélection. Il est important que nous nous assurions qu'ils n'aillent pas à l'encontre des valeurs et des objectifs de la CSDM. Alors, la proposition va comme suit. Considérant que la mission de l'école publique est d'instruire, socialiser et qualifier tous les élèves, considérant l'avis du Conseil supérieur de l'éducation de novembre 2016 sur la réussite éducative et notamment sur les écoles à vocation et à projet particulier, considérant la volonté de la CSDM de rendre ces écoles plus inclusives, considérant que certains critères d'admission ou de sélection trop restrictifs peuvent nuire à la mixité sociale et scolaire, considérant que les critères d'admission des écoles à vocation, volet ou projet particulier dérogent aux critères réguliers de la politique d'admission, considérant que le Conseil des commissaires doit adopter les critères d'admission des écoles à vocation particulière, considérant la nécessité d'adopter ces critères au Conseil des commissaires du 30 août afin de permettre aux écoles de procéder aux inscriptions pour l'année scolaire 2018-2019 qui commence dès le mois d'octobre 2017. Considérant que ces critères doivent respecter les valeurs de la CSDM, dont notamment l'équité, considérant qu'une vaste consultation sur ces critères est en cours jusqu'en mars 2018, notamment auprès du comité de parents du CCS-EHDA, des conseils d'établissement concernés, et considérant les travaux déjà entamés sur le sujet par le comité de vigie sur l'admission, composé notamment d'administrateurs de la CSDM, de commissaires de direction d'école, de représentants du comité de parents et du CCS-EHDA, il est proposé d'adopter pour l'année scolaire 2018-2019 ces critères d'admission pour les écoles à vocation particulière, à volet et projets particuliers, de poursuivre la démarche de consultation auprès des instances et des milieux concernés et de remettre les résultats de ces consultations au comité de vigie sur l'admission au plus tard le 30 mars 2018, de donner aux directions d'unité le mandat d'amener les directions d'écoles à vocation, volet ou projets particuliers similaires à se concerter sur cet enjeu afin de favoriser une plus grande cohérence à travers la CSDM et de remettre le résultat de leurs travaux au comité de vigie sur l'admission au plus tard le 30 mars 2018 et enfin de mandater le comité de vigie sur l'admission afin de déposer ces critères d'admission au Conseil des commissaires du 23 mai 2018. Merci. Merci beaucoup, Madame Druliol. Donc, je vais prendre les interventions sur l'amendement, la proposition de Mme Druliol d'abord, la contre-proposition, en fait, au document. Mme Cousineau. Donc, j'aime beaucoup votre contre-proposition, Fleuve. On s'entend complètement sur les objectifs, vers où on veut aller. On s'entend sur le fait que les critères actuels dans les écoles à vocation et les volets, ils sont loin d'assurer la plus grande équité, le plus grand accès au plus grand nombre à ces projets-là. Je pense qu'on veut tous se mettre en mode réflexion puis s'assurer que dans un an, il y aura du travail qui aura été fait puis qu'on sera un peu ailleurs. Là où on ne s'entend peut-être pas parfaitement, c'est sur les façons de faire. Depuis mai dernier, on discute des façons de faire. Le début de la discussion, ça a été un article qui a paru dans Le Devoir le 4 mai dernier, dans lequel on apprenait qu'au comité exécutif du 2 mai, il y avait des modifications qui avaient été apportées aux critères d'admission, puis sans que les milieux aient été concernés. Donc, nous, on a sursauté en disant, ça se peut pas, là, ça peut pas être de cette façon-là qu'on travaille. On croit profondément qu'il faut que, surtout sur un sujet comme celui-là, qui peut être un sujet hautement émotif, les gens qui fréquentent les écoles à vocation, ce sont souvent des CE très mobilisés, pensons aux écoles à vocation particulière comme les écoles alternatives, des gens qui ont décidé de s'impliquer à 400% dans leur milieu scolaire, qui ont pensé, réfléchi cette question-là des critères d'admission. On peut les trouver discutables, les critères, mais si on veut que le travail se fasse bien, puis qu'on ne s'entre-déchire pas sur ces questions-là, qu'on soit dans quelque chose de positif tous ensemble, tous en mode réflexion, il faut absolument se donner collectivement le temps de la discussion. Ça prendra une année de plus, c'est pas grave. Ça fait des années qu'on vit dans une situation où l'équité, elle est loin d'être présente. Donc, assurons-nous que les choses ne fassent pas en sorte que ça va être très déchirant et très douloureux dans l'année qui vient.
Donc, il y a déjà des consultations. On a prolongé la période de réflexion parce que depuis le 4 mai dernier, coudonc, les CI n'ont pas eu le temps de se pencher tous avec attention sur cette question-là. Est-ce qu'on modifie nos critères d'admission? Est-ce que c'est vraiment équitable, nos façons de faire? Donc, la période de réflexion a été prolongée. Le comité de parents, entre autres, va mettre en branle tout un processus de réflexion l'année prochaine. Tout ça, c'est parfait. Le hic, c'est que depuis mai jusqu'à maintenant, il y a déjà des choses qui ont été transformées dans les critères sans que les CE aient pu avoir leur mot à dire. Il y a eu des choses transformées en juin dernier, il y a eu des choses transformées dans les derniers jours et les CE n'ont pas donné leur aval à toutes ces transformations-là. Je suis mal à l'aise, que je sois d'accord ou pas là, avec les modifications qui ont été apportées. Là n'est pas la question. J'irai beaucoup plus loin, en fait, que ces quelques modifications-là. Mais il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous, il s'agit d'embarquer les gens dans cette réflexion-là. Donc, ce que je proposerais, je pense que mes collègues vont dans le même sens, c'est qu'on adopte les critères qui sont déposés pour consultation, que ce soit l'objet de la consultation qui a recours au comité de parents, entre autres, là, puis dans les CI cette année, mais que pour le moment, on continue à fonctionner avec les critères d'admission, ceux qui avaient été choisis par les écoles, même s'ils sont empreints d'éléments hautement discutables. On est tous d'accord, mais pour éviter de braquer tout le monde dès le début d'une discussion qui va être quand même exigeante cette année. Est-ce qu'on peut travailler comme il faut avec les gens, éviter dans tous les cas les interventions de type top-down? Donc, la proposition, c'est un amendement sur votre amendement adopté pour consultation. On ajoute le mot « pour consultation », c'est juste 2 mots, ce document-là. J'aimerais ça peut-être... Oui. Là, on va d'abord... on n'a pas eu de document sur l'amendement, là? D'accord. Donc, sur l'amendement de Mme Cousineau, est-ce que quelqu'un demande le vote? Monsieur Georges? C'est une question que j'aurais à poser. Ça veut dire quoi? Dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Quand commencent les inscriptions pour les écoles à vocation particulière? Quand se réuniront? Quand les assemblées générales, l'élection des membres du conseil, des conseils d'établissement, la première rencontre des membres du conseil d'établissement, où habituellement on ne porte pas sur un sujet aussi complexe que celui-ci. Cela mène donc la réflexion du conseil d'établissement au mois de novembre. Les inscriptions ont déjà commencé dans les écoles à vocation particulière et ça a comme effet, est-ce que je me trompe, est-ce que ça n'a pas comme effet que c'est le statu quo pour l'année actuelle? Oui, et c'est ce que plusieurs membres du conseil, de ce que j'ai compris, ne veulent pas, c'est-à-dire ce statu quo. Monsieur Georges? Madame la Présidente, j'espérerais que le Conseil vote contre cette proposition. Le statu quo, et on le démontrera tantôt, et cette institution ne peut pas être associée à certains des critères utilisés. Merci, Monsieur Georges. Donc, concernant la demande d'amendement de Mme Cousineau, Monsieur Georges demande le vote. Pour le vote, Catherine Arel-Bourdon. Contre. Marie-Josée Mastro-Monaco. Contre. Chantal Jorg. Contre. Mohamed Mazami. Contre. Kenneth Georges. Contre. Jean-François Gosselin. Pour. Jean-Denis Dufort. Pour. Émilie Auclair. Contre. Diane Baudet. Ben Valkenburg. Contre. Stéphanie Bélanger-Hang. Évidemment contre. Violaine Cousineau. Pour. Kokon Maniruzaman. Merci. Mélanie Robinson. Marcel Lauzon. Julia Druliol. Julie Wagner. Concernant l'amendement proposé par Mme Cousineau, 3 pour et 14 contre. Donc, maintenant, sur les critères d'admission, pour le bénéfice des membres du Conseil, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur les étapes
Monsieur Prescott, vous avez été au cœur là, du travail du comité d'admission avec le secrétariat général, avec les différentes étapes. Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous faire un portrait des éléments qui ont amené à ce document ce soir. Maître Galland. Je le prends. Oui. Maître Galland va prendre oui. Elle va prendre le relais, oui. Donc, juste pour faire la chronologie des événements dans ce dossier-là, on avait reçu le mandat du comité exécutif de faire l'inventaire de tous les dossiers, de tous les critères de sélection des élèves, de toutes les écoles à volet particulier, que ce soit une école à volet, complètement volet, ou une école régulière avec un petit volet particulier. Donc, en décembre dernier, on a fait cet inventaire-là et on s'est servi, par exemple, des sites des écoles pour aller voir la liste des critères qui étaient sur les sites des écoles. On a également consulté là, certaines écoles et le bureau des DU pour compléter nos données. Au printemps dernier, on a approché les écoles individuellement et on leur a demandé de compléter le tout. Et ensuite, on s'est rendu compte que certains critères qui étaient demandés par des écoles, on questionnait certains de ces critères-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a modifié la politique, les règles d'application de la politique d'admission des élèves pour corriger ces critères-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'amendement de la politique d'admission, donc des règles d'application de ces critères-là, on a retourné le document que vous avez entre les mains ce soir, c'est-à-dire le tableau sur lequel vous avez travaillé aujourd'hui, et on a complété le tableau au complet. Donc, voilà un petit peu le processus. Et comme on le disait tout à l'heure, le comité de vigie a été consulté tout au long du processus pour commenter et réfléchir avec l'équipe de l'organisation scolaire concernant ce document-là. Donc, voilà en résumé, Madame la Présidente, comment le dossier a été traité pour aboutir aujourd'hui. Donc, j'aimerais conclure que c'est une cueillette de données la plus exhaustive possible de tous les critères de sélection des élèves qu'on a pu retrouver dans cette soixantaine d'écoles de la CSDM. Voilà, merci. Merci, Maître Galland. Je pense que M. Prescott s'est senti mal, mais ça va. C'est pas les critères d'admission qui le rendent mal. Je pense qu'il travaille fort ces temps-ci, surtout. Donc, merci, Maître Galland, pour l'information. D'autres informations, d'autres interventions? M. Gosselin? Oui, merci, Madame la Présidente. Ce n'est pas tant sur le processus que l'intervention de ma collègue s'est faite, ou enfin, oui, c'est sur une partie, mais ce n'est pas tant le processus en amont. C'est plutôt sur les changements qui sont apportés à certaines politiques d'admission et la façon dont on le fait. Je partage les craintes entièrement de Mme Cousineau. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on cherche, ou enfin la vision que nous avons lorsqu'on parle d'école communautaire, c'est véritablement d'impliquer les parents à l'intérieur de leur école. Et les parents des écoles à vocation, plus particulièrement, on cherche de tous les parents, on veut les impliquer. Et lorsque on est une communauté qui réfléchisse à des critères d'admission pour notre école, c'est une façon aussi de s'approprier cette école-là. Maintenant, je suis d'accord avec la proposition, il ne faut pas que ces critères deviennent des façons d'exclure des gens. Et ça, là-dessus, je serai toujours avec vous sans problème. Ceci étant dit, je pense par contre que si on vient leur imposer des changements dans leur politique d'admission, c'est un bien drôle de message qu'on envoie à ces communautés-là qui se sont mobilisées, qui ont travaillé sur ces politiques d'admission-là. Et il est là, je pense, le malaise que nous pouvons avoir. Et il n'est en aucun moment, je pense, que de cautionner les formes discriminatoires qui pourraient y avoir dans certaines politiques d'admission. Donc, et c'était pour ça que l'amendement avait été déposé et c'est pour ça qu'on présuppose que le feu n'était pas pris non plus dans la cheminée puisqu'on vit avec ces politiques-là depuis plusieurs années maintenant et que l'envie de se donner une année de plus, c'est une envie aussi de faire participer ces communautés-là et de non pas de venir leur imposer des changements auxquels ils ont parfois été informés, la plupart n'ont pas été informés. Et la plupart aussi souhaitent souvent
non pas faire ça à 2, à 4, à 6, mais le faire à plusieurs pour vraiment être capable de prendre le pouls de leur communauté. Donc, voilà, merci. Madame Auclair. Donc, vous savez, Madame la Présidente, que le mandat du Conseil des commissaires est double. Politique, certainement, donner, oui, les grandes orientations, les valeurs de notre importante institution. L'autre mandat est celui de faire fonctionner notre institution. La faire fonctionner pour nos milliers de familles et pour notre centaine de milliers d'élèves. Et oui, il y a une période d'inscription déjà qui arrive pour 2018-2019. La proposition qui est sur la table démontre un compromis. Le processus se poursuit et les propositions qu'on a à voter ce soir éliminent certains éléments carrément discriminatoires que contenaient certains critères de certaines de nos écoles à vocation particulière. Donc, personnellement, je suis donc très satisfaite de pouvoir jouer mon rôle à la fois politique et administratif et de faire en sorte de rendre nos écoles, nos institutions encore plus accessibles à un plus grand nombre d'élèves, peu importe leur réussite éducative, leur note, peu importe leur milieu. Alors, j'espère qu'on pourra voter en faveur de cette proposition. Merci. Monsieur Georges. Madame la Présidente, c'est vraiment le premier résolu qui pose problème. Okay? Les autres, on semble s'entendre et ça devrait nous mener à une bonne décision, à une décision qui fasse plus consensus au mois de mai prochain. C'est donc le premier résolu. Okay? Et le problème vient du fait qu'on argumente que c'est vraiment, pour employer l'expression, top-down. C'est nous qui décidons et les milieux exécuteront. Okay? Effectivement, c'est ce qu'on ferait à partir d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le résultat d'hier. Puis hier, on leur a offert aux écoles de concevoir des critères à la lumière de certaines données que nous avons fait valoir, et les exercices ont été faits pas toujours très, très bien. Dans certains cas, ça a été un exercice du conseil d'établissement, dans d'autres, de l'équipe d'école et dans d'autres, de la direction. Ça n'a pas été bien fait. Mais ça a produit ce qu'on a actuellement. Alors, il n'en reste pas moins que nous avons initié un processus où nous avons établi des critères, où nous avons formulé des orientations et les écoles devaient procéder à la réflexion dans le cadre de cela. Okay? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un ensemble de critères assez intéressants et appropriés, mais certains critères auxquels on ne devrait pas s'associer. Demander pour entrer à l'école Le Plateau 80% au premier bulletin en première année. L'enfant entre en première année et il doit obtenir 80% au premier bulletin. S'il n'obtient pas ça, il est exclu de la possibilité d'aller au plateau. Comment on dit ça? Être accueillant aux valeurs chrétiennes. On ne peut pas adhérer à un tel critère. On ne peut pas, d'ailleurs, je me demande comment ça fait que... Bon, on ne peut pas, comme institution, adhérer à un tel critère dans un document public qui annonce que les gens qui voudront aller à tel endroit devront adhérer aux valeurs chrétiennes. Pour être admis dans une école en anglais intensif, avoir un excellent comportement à l'école. Ah ouais. Il faut avoir été socialisé pour être admis en anglais intensif. Comme si les classes d'anglais intensif n'avaient pas également comme fonction de socialiser. Dans un autre cas, un des critères de sélection, c'est de répondre aux critères de sélection. C'est écrit là. Une école met comme critère de sélection répondre aux critères de sélection. On ne peut pas endosser ça. Un autre, avoir fréquenté une classe régulière. On exclut donc les enfants des classes d'accueil et les enfants des classes spéciales. Un autre. Vous avez donné assez d'exemples, M. Georges. Le dernier, là. Non, monsieur. Apporter le coupon d'inscription. Il faut l'écrire, là. Okay? On a un choix. On a le choix. C'est vrai que certains de ces critères ne sont pas bons pour exclure des gens. On ne veut pas exclure les gens. La décision qu'on est appelé à prendre, ne pas exclure les gens. Mais l'autre option, qui est légitime, là, l'autre option, c'est de ne pas minimiser la part des parents.
mais il arrive que les deux objectifs ne peuvent pas être atteints en même temps. Sinon, il y a des enfants qui se feront mal dès le mois d'octobre qui vient. On a donc à faire un choix entre des objectifs immédiatement incompatibles. Et notre choix à nous, c'est par rapport à ça. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Quand des parents d'une école ont décidé que les journées pédagogiques, ceux qui pouvaient payer auraient une activité fort intéressante et ceux qui ne pouvaient pas payer resteraient dans l'école, on n'a pas cherché à minimiser la part des parents, mais on a affirmé nos valeurs. On a fait un choix entre ces objectifs et je crois qu'on a fait le bon choix à ce moment-là. J'invite le Conseil à faire le même choix actuellement, ne pas exclure des enfants. Monsieur Gendron? Oui, tout simplement pour le bénéfice des collègues, expliquer que M. Prescott a subi un malaise pour une problématique connue, mais qui requiert qu'il retourne à la maison ce soir. Donc, il vous salue tous. Je vous garantis qu'il aurait voulu avoir ça n'importe quand, sauf ce soir. Mais enfin, c'est la réalité. Merci. Merci, M. Gendron. Mme Cousineau? On s'entend tellement sur l'objectif. C'est vraiment juste les moyens. Évidemment, dans les exemples que vous avez donnés, il y a ceux qui sont rigolos. Hein, les technicalités, on s'est toujours dit que tout ce qui relève du juste de l'erreur de transcription, on enlève tout ça. Maintenant, quand vous nous dites que vous voulez éliminer les critères discriminatoires, ce que je trouve problématique actuellement, c'est qu'il y a une sélection arbitraire qui a été faite par une poignée de personnes, de ce qui est discriminatoire. Pour moi, un des éléments les plus problématiques dans nos critères d'admission, c'est l'existence d'examens dispensés par des firmes privées dans nos écoles secondaires. Je trouve ce critère incroyablement problématique dans un réseau public. Pourquoi c'est pas là-dessus que nous, on a décidé d'intervenir, mettre notre point sur la table sans discussion? C'est pas ce que je veux faire, qu'on s'entende bien. Mais pourquoi avez-vous choisi le 80% de l'école Le Plateau plutôt que les examens d'admission dans les écoles secondaires? Comment ce choix-là se fait-il? Et est-ce qu'on va vraiment, nous, pouvoir se dire que maintenant, on a rétabli l'équité parce qu'on a touché à 2-3 petits éléments qu'on a choisis hier et aujourd'hui? J'ai tellement mal à l'aise avec cette façon de faire. L'École Le Plateau a passé 1 an à réfléchir à ses critères d'admission. Peut-être qu'il n'est pas bon le 80 là. Je ne veux pas me prononcer sur le 80 c'est peut-être pas une bonne chose. Il faut peut-être aller questionner ça, mais avec eux, avec le CE, avec les communautés. Jamais je serais à l'aise avec le fait de prendre des décisions ici, de cette façon-là. Il y a une autre école qui avait décidé, elle, elle faisait de la sélection, mais elle n'irait pas piger plus que 5 élèves par école dans son quartier pour éviter de déséquilibrer les groupes dans les écoles de quartier. Puis là, ce critère-là, il vient d'être éliminé, mais sans en jaser avec l'école. C'était au contraire un critère qui visait à éviter de la discrimination, des déséquilibres, à garder des écoles de quartier bien équilibrées. Est-ce que c'est une bonne chose d'éliminer ça ou pas? Sans en discuter avec les communautés, je ne comprends pas comment on peut agir ici, entre nous, sans retourner dans les CE, valider ces possibilités-là. Merci. Peut-être juste rappeler que pour la question du 6e élève dans une école, on a déjà eu des dossiers du comité de révision. Donc, on a des membres du conseil qui ont statué là-dessus. Rappelez également que la loi de l'instruction publique prévoit que le conseil des commissaires adopte les critères d'admission des écoles. Alors, il y a des articles de la loi de l'instruction publique qui prévoient ça. Et maintenant, c'est connu de l'ensemble des membres du conseil ce qui prévalait. Je vais céder la parole à M. Georges. Je veux juste revenir sur la question du 80 Ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est le moment. Au mois de novembre, un enfant est inclus ou exclu dans la possibilité d'aller dans une école. Et c'est ça qui est problématique en première année. Et c'est ça qui est problématique. Ce n'est pas le chiffre de 80 pas du tout. Quant au reste, Mme Cousineau n'a pas nécessairement tort là, sur la question des examens, mais on va cheminer avec les écoles là-dessus. À ce moment-ci, ça ne semble pas approprié d'aller à ce niveau-là. Madame Bélanger. Merci, Madame la Présidente. En tant que présidente du comité de vigie d'admission, je suis très fière ce soir d'adopter les critères d'admission
pour les écoles à vocation particulière qui rend notre école plus inclusive qu'elle ne l'est et puis en toute cohérence avec le discours de la rentrée de l'an dernier. Merci. Merci, Mme Bélanger. Donc, sur les critères d'admission, est-ce que quelqu'un demande le vote? Mme Cousineau. Donc, sur le vote, Catherine Harel-Bourdon. Pour. Marie-Josée Mastro-Monaco. Pour. Chantal Jorg. Pour. Mohamed Mazami. Pour. Kenneth Georges. Pour. Jean-François Gosselin. Contre. Jean-Denis Dufort. Contre. Émilie Auclair. Pour. Diane Baudet. Ben Valkenberg. Pour. Stéphanie Bélanger-Hing. Pour. Violaine Cousineau. Kokon Maniruzaman. Mélanie Robinson. Marcel Lauzon. Julia Druliol. Julie Wagner. Donc, sur le vote, 3 contre, 14 pour. Merci, Maître Galland. Donc, nous passons donc au dossier 12, Service des ressources matérielles, École Sainte-Odile, projet d'addenda à la Convention Parc-École de l'École Sainte-Odile. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant le dossier? C'est donc adopté. Le dossier 13, modification au règlement sur la résolution des différends et sur le traitement des plaintes, la version pour adoption. Donc, c'est le fait qu'un tiers externe ne puisse pas faire une plainte via le protecteur de l'élève ou le comité de révision. Donc, ça a été discuté avant les vacances d'été. Des questions ou des commentaires? C'est donc adopté. Le 13A, projet de loi 144, loi modifiant la loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions législatives concernant principalement la gratuité des services éducatifs et l'obligation de fréquentation scolaire. Avis de la CSDM à la Commission de la culture et de l'éducation, commission qui aura lieu le 5, 6, 7 septembre et la Commission scolaire de Montréal sera présente le 6 septembre. Madame Cousineau. Oui, je n'avais pas vu qu'on était rendu là. Donc, sur le projet de loi 144, je suis très à l'aise, très heureuse de voir la position que la CSDM a prise concernant, il y a 2 aspects, 2 volets dans cette loi-là. Donc, sur le premier volet, celle qui porte sur la scolarisation des enfants qu'on a appelés les sans-papiers, les familles dont le statut migratoire n'est pas... comment on dit? Excusez, je ne suis pas concentrée, et pas bien fixée. Donc, je suis très heureuse de voir que la commission scolaire pousse le gouvernement à clarifier les choses, aller encore plus loin, s'assurer que tous les enfants aient un accès, accès à de l'éducation, peu importe le statut migratoire de leurs parents. Donc, ce côté-là est très bien. Maintenant, je suis plus que mal à l'aise avec l'autre aspect de ce projet de loi-là et de la position prise par la CSDM. Le projet de loi 144 touche aussi à la question de la fréquentation scolaire, obligation de fréquentation scolaire. Au départ de la réflexion du ministre, il y a eu cette question des écoles juives illégales. C'est un sujet qui a été très médiatisé et on le sait que dernièrement, il y a eu des ententes qui ont été prises avec English Montreal pour s'assurer que les enfants qui fréquentent ces écoles-là puissent avoir un enseignement à la maison supervisé par English Montreal. Mais le projet de loi a élargi la question de la fréquentation scolaire aussi aux familles qui font l'école à la maison. Ces familles-là réagissent très fortement à l'arrivée du projet de loi 144 et vont réagir encore plus fortement à la position de la CSDM qui demande d'être encore plus ferme que ce que le projet de loi 144 propose. La CS demande qu'on ajoute des encadrements, qu'on resserre les règles, qu'on s'assure de caractéristiques obligatoires du projet d'apprentissage que le parent va devoir soumettre à la commission scolaire. On demande aux parents de se conformer aux exigences de la commission scolaire. On veut préciser les modalités d'évaluation. Bref, dans tous les domaines, le choix des méthodes pédagogiques, les modalités d'apprentissage, on demande un resserrement des règles.
Les familles qui font l'école à la maison, elles sont probablement entre 2 500 et 5 000 au Québec. Une bonne proportion d'entre elles, probablement 40 %, ne déclarent pas le fait de faire l'école à la maison aux commissions scolaires. Notamment, surtout en fait, parce qu'elles ont trop peur de ne pas être respectées dans leur choix. Ces choix-là, il y a une recherche qui a été faite par la chercheuse Christine Brabant. Elle démontre que ce choix-là est très, très, très marginalement fait pour des raisons religieuses. Ce sont vraiment dans le but de poursuivre un projet familial, pour des raisons de refus aussi du système scolaire actuel, que les familles font le choix de faire l'école à la maison. Mais dans la très grande majorité de ces cas-là, ce sont de très beaux projets structurés où les familles réfléchissent à ce qu'elles font. La recherche montre aussi que ces familles-là sont souvent des familles d'enseignants ou ont très près d'eux des enseignants. Elles savent ce qu'elles sont en train de faire. Donc, leur imposer une façon encore plus coercitive d'être en contact avec les commissions scolaires, ce que ça risque d'avoir pour effet, et les associations qui regroupent ces familles-là nous mettent en garde, ça risque de faire en sorte qu'encore plus de familles s'éloignent des commissions scolaires, ne se déclarent pas auprès des commissions scolaires, fonctionnent au noir. Alors que, vous pourrez aller lire le mémoire que ces familles-là ont déposé dans le cadre du projet de loi, elles nous disent qu'elles veulent être en contact avec le réseau scolaire. Elles ne veulent pas être déconnectées, mais elles veulent être respectées dans la façon dont elles travaillent. Elles nous donnent comme exemple ce qui se fait en Ontario, ce qui se fait en Écosse, ce qui se fait dans d'autres pays d'Europe, où la scolarisation à la maison est très présente et où les commissions scolaires, en fait, ont développé des façons de travailler avec les familles qui leur garantissent le respect de l'intégrité de leur travail. Je ne peux pas ne pas faire le parallèle avec... Dernière minute. Oui. Avec les familles sans papier, à qui on est en train... Madame la Présidente, je me permets de vous dire que j'espère vraiment que vous m'écoutez, parce que vous allez voter un document tout à l'heure. Je vous écoute parfaitement. J'ai un jeune gardien à la maison, et puis essayer d'appeler. Je comprends si c'est la famille, mais on va voter un document, puis on est en train d'échanger sur le document. Donc... je ne peux pas ne pas faire le parallèle avec les sans-papiers à qui on vient de garantir une sécurité. On sait que plusieurs de ces familles-là ne venaient pas dans nos écoles parce qu'elles avaient peur d'être dénoncées, elles avaient peur de se rapprocher du système scolaire. Avec le projet de loi 144, on les rassure, on leur dit « Venez, c'est important la scolarisation de vos enfants ». Mais dans le même temps, on produit exactement l'effet contraire avec les familles qui font une scolarisation à la maison. On va durcir nos façons de faire, et on a tout lieu de croire qu'elles vont être nombreuses à s'éloigner de nous. Merci, Mme Je vous invite à aller rencontrer ces familles-là et les associations qui les regroupent, qui ont des choses bien intéressantes à nous dire. Merci, Mme Cousineau. Peut-être juste rappeler que ce n'est pas une position plus sévère de la Commission scolaire de Montréal, c'est que dans le projet de loi, on met un certain nombre de balises et on demande au gouvernement de préciser le processus pour mieux encadrer l'exercice, parce que dans le fond, le gouvernement nous demande, comme commission scolaire, nous donne ce mandat-là dans le projet de loi 144 auprès des familles qui font la scolarisation à la maison. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant le projet de loi? Monsieur Georges? Madame la Présidente, il y a à la CSDM 20 familles qui font ça. Il y a 20 familles. Selon ce que nous a dit le directeur de l'organisation, il y a 20 familles qui sont avec nous. Okay? Relativisons les choses. Là. Il y a, mettons 2 enfants, c'est 40 enfants. Il y en a comme 60 000 autres là, qui sont chez nous. Puis, qu'est-ce que le mémoire dit? Il ne dit pas de préciser le minutage qui va être fait, l'heure de début, l'heure de fin, la durée du repas. Il ne parle pas de l'ensemble des activités qui devront être faites. Tout ce qu'il dit, c'est que l'objectif soit clair et qui corresponde au programme de l'École québécoise, que l'enfant puisse entrer au secondaire avec les acquis appropriés. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut pouvoir... C'est nous, comme commission scolaire, là, qui avons la responsabilité d'assurer la qualité des services. Autrement dit, c'est quoi les modes d'évaluation des apprentissages qui vont être faits? Les modes de suivi, comment on va établir les rapports entre le directeur d'école ou la personne de chez nous et les familles. Bref, comme dirait l'autre, il n'y a rien là. Moi, je me souviens
Je sais très bien qu'un de nous avait son enfant dans une école alternative pour s'apercevoir, quand il est rentré au secondaire, qu'il n'avait pas les acquis en mathématiques. Alors, il ne faudrait pas que ces choses-là arrivent. Et c'est notre responsabilité de s'assurer. On ne vérifie pas le minutage, là. On ne vérifie pas à quelle heure l'enfant se lève le matin puis à quelle heure il va finir la télévision le soir, là. L'objectif, les modes d'évaluation et le suivi assuré. Un point, c'est tout, à la ligne. Merci, M. Georges. D'autres interventions? Madame Cousineau. 30 secondes, je pense que vous méconnaissez quand même le phénomène de l'école à la maison, les façons dont les choses se font pour ne pas mesurer ce que ça peut vouloir dire, imposer des caractéristiques obligatoires du projet d'apprentissage, imposer les modalités d'évaluation. Je vous invite tout simplement à aller rencontrer les gens qui sont dans cette association-là. Oui, il y a une vingtaine de familles inscrites à la CSDM, puis on nous dit que ça se passe bien avec ces familles-là. Cependant, il y en a énormément plus sur le territoire. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est au bas mot 40% des familles qui ne déclarent pas leur présence, le fait de faire l'école à la maison. Puis si on évalue qu'il y a entre 2500 à 5000 élèves dans l'ensemble du Québec, ça, c'est des chiffres conservateurs qui viennent d'une recherche qui a été faite sur la question. C'est plus de familles que ça. Si elles ne sont pas près de nous, c'est parce qu'elles ont peur de nous. J'espère que ces familles vont venir nous voir. Nous sommes accueillants pour tout type d'élèves. Madame Auclair? Simplement rappeler, moi, personnellement, je suis très, très près de certaines personnes qui évoluent dans le milieu de l'école à la maison et du unschooling. Et je suis un peu mal à l'aise qu'on parle d'eux comme un bloc monolithique qui pensent toute la même affaire, qui font toute la même affaire, puis que nécessairement, s'ils ne viennent pas dans les commissions scolaires, c'est parce qu'ils ont peur des commissions scolaires. Comme tous les autres groupes, il y a toutes sortes de raisons qui amènent les familles à choisir ce type d'enseignement-là. Alors peut-être avoir un peu plus de nuances quand on parle de ce groupe de parents-là qui ont tout à fait le droit d'avoir ce type d'enseignement-là. Mais effectivement, comme commission scolaire et pour parler assez régulièrement avec certaines personnes très impliquées dans ce mouvement-là, il est aussi souhaitable et souhaité qu'il y ait un encadrement pour éviter des débordements qui sont franchement tristes pour certains enfants si la commission scolaire ne prend pas ses responsabilités. Merci, Mme Auclair. Donc, concernant ce dossier, est-ce que quelqu'un demande le vote? Mme Cousineau. Pour le vote, Catherine Harel-Bourdon. Pour. Marie-Josée Mastro-Monaco. Pour. Chantal Jorg. Pour. Mohamed Mazami. Pour. Kenneth Georges. Pour. Jean-François Gosselin. Contre. Jean-Denis Dufort. Contre. Émilie Auclair. Pour. Diane Baudet. Ben Valkenburg. Pour. Stéphanie Bélanger-Hang. Pour. Violaine Cousineau. Contre. Kokon Maniruzaman. Pour. Mélanie Robinson. Pour. Marcel Lauzon. Pour. Julia Druliol. Et Julie Wagner. Pour. Donc, 14 pour et 3 contre. Merci. Donc, je voudrais juste rappeler qu'il y a 2 volets à ce projet de loi-là. L'autre volet, c'est pour les enfants sans papier, un dossier qui est revenu à plusieurs reprises au Conseil des commissaires. Et dans ce document, on aborde toute la question des codes permanents, de reconnaître ces enfants-là dans leur droit à avoir la gratuité scolaire, et de faire en sorte également que ce soit facilitant et qu'on ne vienne pas les contraindre par les choix de leurs parents liés à des changements de pays. Fait que c'est quand même un élément important du dossier. Nous sommes maintenant au dossier 13B, projet de loi sur la légalisation du cannabis, mémoire de la CSDM, donc dans le cadre des consultations du ministère de la Santé. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant ce mémoire? Peut-être juste, Mme Tremblay, remercier l'équipe de M. Chartrand
pour le travail accompli. En fait, la CSDM depuis longtemps, travaille avec des partenaires pour faire de la prévention dans nos milieux scolaires par rapport à la toxicomanie. Donc, on demande plus précisément dans ce mémoire qu'on est en faveur de la légalisation, mais qu'on souhaiterait un monopole de l'État par rapport à cette légalisation, que ce soit éloigné de l'école, pas à trop grande proximité de l'école, qu'on puisse également avoir une campagne de sensibilisation pour ne pas banaliser la consommation de cannabis. Nos préoccupations aussi par rapport au fait que les jeunes adolescents pourraient, à ce moment-là, en fait, que le crime organisé pourrait se tourner vers les adolescents puisque ça sera légalisé pour les 18 ans et plus. Donc, plusieurs grandes préoccupations et également que l'argent, les sommes recueillies par cette vente puissent aller à la prévention puis aux saines habitudes de vie. Monsieur Hassan. Je parle beaucoup, je m'excuse. Juste dire que ce serait idéal que l'État prenne ça, mais comme ils ont déjà envoyé des signaux qu'ils ne voulaient pas prendre ça, le chantier de l'économie sociale dépose aussi un mémoire pour que ce soit des OBNL qui s'en occupent sur le plan de la distribution pour que les profits aient à la prévention aussi et non le secteur privé. Merci, Monsieur Hassan, pour votre commentaire. D'autres interventions? Quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté à l'unanimité. Dossier 14, évaluation finale du directeur général. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Donc, M. Gendron, félicitations pour votre probation. Merci. Est-ce que vous voulez nous adresser quelques mots de cette année intense? En fait, j'ai préparé un mot, oui. Vous allez voir, j'ai préparé un mot pour chacune des personnes qui m'appuient, qui m'ont appuyé, qui continuent à m'appuyer. Écoutez, je veux me servir de ce moment-ci pour être capable de pouvoir véritablement reconnaître les personnes avec qui je travaille de très, très près et qui, bien sûr, ont fait en sorte que j'ai pu vous démontrer que je pouvais être à la hauteur des responsabilités que vous me confiez. Mais je suis vraiment entouré de personnes de très, très haut niveau. Alors, je sais qu'on n'adresse pas les choses personnellement au Conseil, mais moi, je m'adresse aux gens avec qui je travaille. Et en plus, là, bien sûr, de la confiance que vous m'accordez, Madame la Présidente, ainsi que les commissaires qui me permettent de pouvoir faire mon travail, je veux surtout vous dire qu'une personne comme Maryse Tremblay, qui me démontre l'effet d'une force tranquille et d'une ténacité pour faire avancer les dossiers, quelqu'un comme M. Corbeil, Frédéric Corbeil, qui m'enseigne les valeurs de la disponibilité et de l'engagement, quelqu'un comme Julie Bellumeur, qui va venir nous rejoindre bientôt, qui travaille avec une très grande écoute et qui peut démontrer toute la valeur de la réflexion dans le travail. Quelqu'un comme Francine Fleury, qui est capable de pouvoir véritablement soutenir les gens et faire de la rassurance auprès des gens, qui m'enseigne que c'est une chose qu'on doit faire au quotidien. Madame Cormier, Guylaine Cormier, qui travaille constamment avec bienveillance et qui accompagne chacune des directions avec lesquelles elle travaille et qui me démontre à quel point ça peut être efficace. Monsieur Bienvenu, qui nous a quittés, là, qui est parti tantôt, mais qui constamment me rappelle et nous rappelle qu'il faut toujours être centré sur l'élève quand on prend des décisions. Madame Galland, Sylvie Galland, qui travaille avec clairvoyance, qui donne énormément de conseils extrêmement judicieux qui nous permettent de pouvoir prendre des bonnes décisions. Madame Lucie Perrault, qui travaille avec son équipe en très grande proximité et qui, bien sûr, démontre à quel point les gens peuvent apprécier ce genre de travail-là. Marc Prescott, une locomotive, entrepreneur, qui est capable de pouvoir mettre des projets de l'avant. Monsieur Morales, Monsieur Intégrité, qui nous dit à quel point on doit être capable de pouvoir être droit dans notre travail. Madame Di-Guglielmo, la loyauté, le dynamisme, qui fait en sorte qu'on est capable de pouvoir faire avancer la commission scolaire. Monsieur Bruno Marchand, l'agilité et travailler multifonction dans énormément de dossiers différents. Madame Landry, un énorme humanisme et une présence
constante quand on est avec quelqu'un, démontrer qu'on est véritablement à l'écoute et présent dans une conversation. Monsieur Ouimet, la cohérence, être capable de pouvoir agir dans le temps avec une intelligence continue. Monsieur Davio, pour une vision éducative, pédagogique, qui fait en sorte qu'on est capable de pouvoir être centré sur la mission. Madame Pinchot, mettre de l'avant des projets, assurer la transformation, garder le cap et faire en sorte qu'on fait avancer la commission scolaire. Toutes ces personnes-là, et bien d'autres encore, des gens que j'oublie bien sûr et que je pourrais mentionner, mais forcément, quand je suis rentré à la commission scolaire de Montréal à l'âge de 5 ans en maternelle, et jusqu'à aujourd'hui encore, les gens qui m'entourent m'enseignent comment faire les choses et je les en remercie énormément. Merci. C'est vraiment pas un gars d'équipe. Merci, M. Gendron. Alors, nous sommes au point 15, la réception des pouvoirs exercés par le directeur général en cas de circonstances particulières. Donc, divers dossiers de A jusqu'à P, je crois, puisqu'il y avait beaucoup de décisions à prendre avant la rentrée pour le bien-être, entre autres, de nos élèves. Madame Cousineau? Je veux exprimer ma dissidence, mon très grand malaise, ma très grande tristesse face à la décision qui a été prise en lien avec le dossier A342804, qui était un dossier lié à un élève frontalier. Des dossiers dont on a déjà pu parler en long, en large, en travers ici à la Commission scolaire de Montréal. Ce n'était pas un dossier dans Pointe-Saint-Charles, c'est dans un autre secteur de la métropole, mais je suis très triste qu'encore une fois, on n'ait pas pu assouplir les règles puis s'assurer qu'un enfant ait accès à l'école qui est située la plus près de chez lui. Merci, Mme Cousineau. Alors, rappelez qu'il y a plusieurs dossiers de comité de révision qui ont été suivis par 3 membres du Conseil des commissaires qui faisaient partie des dossiers de la délégation de pouvoir. D'autres questions, interventions? Monsieur Gosselin. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'aimerais aussi exprimer ma dissidence sur le même dossier que Mme Cousineau. Merci. Merci, Monsieur Gosselin. Donc, nous sommes maintenant au dossier 16, information. Donc, nous avons plusieurs dossiers à l'ordre du jour. Le dossier A, budget, en fait, non, pas le dossier A, le dossier C, bilan du plan de retour à l'équilibre budgétaire. Nous l'avons, les gens ont travaillé extrêmement fort là, dans les derniers jours pour pouvoir compléter le document. Nous l'avons reçu il y a 2 jours. Donc, on va le garder en information, mais le redéposer pour le prochain conseil. Donc, s'il y a d'autres questions supplémentaires, il sera déposé à nouveau. Donc, ce sont les différents dossiers pour information concernant le budget, l'accord économique et commercial global entre le Québec et l'Union européenne, impact sur les appels d'offres et le dépôt du bilan portant sur l'entretien des tableaux numériques interactifs. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Cousineau? Oui, j'ai une réflexion-question. Je ne sais pas s'il y a des gens des ressources informatiques qui vont pouvoir répondre, mais on verra. Sinon, ce sera une réponse ultérieurement. Ce document-là fait suite à des questions qu'on avait posées au moment où la CSDM a décidé de décentraliser vers les écoles l'entretien des tableaux numériques. Je portais à ce moment-là des questionnements. Est-ce que ça va être plus économique? Est-ce que les directions d'école vont s'en sortir? C'est quand même pas rien, hein, la question de l'entretien d'appareils aussi complexes et fragiles. Puis plus généralement, la question se pose actuellement avec une orientation ministérielle qui veut décentraliser beaucoup de choses vers les écoles. Donc, ma réflexion aussi, c'était est-ce que c'est une bonne chose de décentraliser ce type d'action, l'entretien de tableaux, puis l'entretien de cours vers les écoles? À la lecture du document, ce qu'on comprend, c'est que ça a été difficile pour les directions d'établissement. Elles avaient plus que des bémols, là, un fort taux d'insatisfaction. Par contre, je crois comprendre qu'il y a des économies réelles qui ont été dégagées avec ces façons de faire-là.
La question que j'ai maintenant pour le service informatique, je comprends mal, dans l'année qui vient, est-ce que nous revenons au système d'antan ou est-ce qu'on est dans un système mixte, un peu d'antan, un peu de ce qu'on a fait l'année dernière? Qu'est-ce qu'on fait exactement quand je lis? J'ai juste de la difficulté à comprendre dans quoi on va être l'an prochain. Si vous n'avez pas la réponse maintenant, ben ce sera... Madame Perrault? Merci, Mme Perrault. Mme Pinchot? Oui, merci, Madame la Présidente. J'aimerais juste ajouter, en lien avec la question de Madame Cousineau sur le budget ou les économies, ce ne sont pas nécessairement des économies par rapport au coût du passé, mais plutôt à l'estimation que nous avions fait quand que nous avons alloué. Donc, on avait été probablement plus pessimiste dans nos scénarios au niveau des bris. Alors, effectivement, ça coûtait moins cher que prévu, mais ce n'est pas un tableau comparatif aux années précédentes. Monsieur Georges? Madame la Présidente, quand le document a été déposé au comité exécutif, je ne sais pas si le document qu'on a ce soir est le même, mais il avait été demandé que l'année prochaine, il y ait un bilan de ce qu'on fait cette année. Et je compte assurer le suivi là-dessus. Parfait. Nous aurons un bilan annuel. Madame Cousineau? Oui, puis peut-être aussi dans le futur bilan, là, comprendre... dans le fond, avec une décentralisation, étant donné l'état de débordement des directions, là, c'est sûr qu'on se demande est-ce que tous les tableaux qui devaient être réparés ont réussi à l'être? Est-ce que ça a coûté moins cher aussi? Parce qu'à un moment donné, plus le temps de s'en occuper, puis ils sont restés dans l'état dans lequel ils étaient. Est-ce qu'avec le nouveau système, on s'assurera que tout ce qui doit être réparé le soit? On comprend qu'il n'y aura pas d'ajout de ressources, par contre, au service informatique. Vous allez faire avec ce que vous avez. OK. Monsieur. Merci. Merci, Mme Perrault. D'autres interventions? Il y avait le dossier E, donc désignation d'un administrateur à la fondation de la CSDM, le dossier F, service des ressources matérielles, le bilan de la rentrée 2017, avec beaucoup de travaux dans nos écoles et d'agrandissement. Nous sommes maintenant au dossier 17, la période réservée aux commissaires. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Baudet? Madame la Présidente, cette semaine, le quartier Hochelaga-Maisonneuve a le cœur à la fête. Vous savez, après 6 ans d'exil, les élèves et le personnel de l'école Barry ont réintégré leurs nouveaux locaux. Quelle joie d'entendre des cris d'enfants dans une cour d'école. C'est des petites choses, des petites merveilles qu'on prend souvent pour acquis, mais cet après-midi, en m'en venant pour vous rejoindre, j'entendais les enfants jouer dans la cour d'école et c'était de la musique à mes oreilles. Les plus petits de 4-5 ans, lors de la rentrée, qui ont vu le module dans la cour d'école puis qui se sont lancés pour aller jouer en se demandant « Je peux-tu y aller? » Puis on lui a dit « Vas-y, mon petit loup, va jouer. » Et là, au moment de rentrer en classe, déjà, ils étaient des amis. C'était formidable. Mais encore une fois, c'est des petites merveilles du quotidien qu'on prend souvent pour acquis. Et enfin, on a pu vivre ça dans Hochelaga cette semaine. Je m'en voudrais, par contre, de ne pas souligner qu'il reste toujours l'école Saint-Nom-de-Jésus qui attend toujours son nouveau bâtiment. Donc, afin de clore le dossier de la ligne Adam, on attend Saint-Nom-de-Jésus qui devrait rentrer l'an prochain. Vous savez, la ligne Adam, c'est le symbole d'une mobilisation citoyenne qui est vraiment digne de mention.
parce que tout le monde a travaillé ensemble sur ce dossier-là pour arriver à ce que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire entrer dans une nouvelle école saine et le bonheur. D'ailleurs, l'arrondissement, les organismes partenaires, nous, à la CSDM, on se donne la main pour organiser une fête le 7 septembre prochain pour accueillir, pour souligner, pour fêter tous ensemble le retour d'une grande partie de nos élèves. Donc, je vous invite tous à venir fêter avec nous le 7 septembre prochain pour accueillir les élèves, bien sûr, pour accueillir les familles qui sont de retour dans le quartier à proximité et surtout, entre autres, pour remercier le personnel de cette équipe école-là, de ces 2 écoles-là qui sont devenues une maintenant, de la résilience qu'ils ont fait preuve pour accompagner nos élèves pendant ces années d'exil-là. Alors, c'est vraiment une invitation que je lance à tous le 7 septembre prochain de venir fêter avec nous cette partie de conclusion de cette saga. Merci. Merci infiniment, Mme Baudet. Donc, vous êtes tous invités à l'École Barry le 7 septembre. Monsieur Gosselin. Oui, merci, Madame la Présidente. Je vais contraster un peu avec l'intervention de ma collègue. Madame la Présidente, donc, cette semaine, certains élèves, puis ça a été médiatisé, ont eu une rentrée un peu particulière. C'est-à-dire qu'il y a une classe à l'école Saint-Arsène où, lundi matin, lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait pas de titulaire, il n'y avait pas d'enseignant. Malgré que la situation était connue de la direction, puisqu'elle avait prévu quand même de mettre l'orthopédagogue qui est là, c'est une situation qui était quand même bien préoccupante, puisque durant toute la journée, je sais qu'on a travaillé très fort pour retrouver quelqu'un, mais le matin même, on avait de la misère à comprendre, puis la direction avait de la misère à rassurer les parents sur qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qui allait arriver le lendemain. Bon, la situation a été réglée. Je pense que les parents sont satisfaits de voir que nous avons trouvé quelqu'un et que cette personne-là restera, on le souhaite, le plus longtemps possible, mais que nous ne sommes pas au jour 2 dans une situation de remplacement à répétition. Cependant, je pense qu'on avait déposé 2 propositions en juin dernier, donc une sur les remplacements en répétition et les impacts que ça peut avoir sur les élèves. Et on en a eu, pour ceux qui ont pu ouvrir le journal Le Devoir aujourd'hui, on a eu une idée de ce que ça donnait aussi dans le temps, ce genre de remplacement en répétition, puisqu'il y a eu un suivi qui a été fait avec certaines familles de Saint-Jean-de-Brébeuf. On avait déposé une 2e résolution aussi qui, justement, visait à interpeller clairement le ministre, le gouvernement du Québec, en fait, pour lui dire qu'on manquait de financement pour voir à l'embauche et à la rétention des enseignants et des professionnels. Encore aujourd'hui, j'apprenais que dans certaines écoles qui sont sur le territoire que je représente, on a des postes de ressources professionnelles qui ne sont pas comblés. Et ce sont des postes parfois que, historiquement, ils ne sont pas comblés depuis plusieurs années. Et dans des points de service auprès d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage. Donc, l'année commence et déjà, on a, en tout cas personnellement, moi j'ai une certaine crainte pour ce qui va s'en venir. Donc, je sais qu'on travaille très fort pour pourvoir justement ces postes-là et assurer une stabilité. Ça, là, je remets absolument pas ça en question. Par contre, ma crainte, c'est que nos ressources ne soient pas suffisantes, puisque la résolution dont on avait discuté en juin dernier, qui visait justement à lever un drapeau assez haut pour que le gouvernement descende des fonds additionnels pour faire face à la pénurie d'enseignants et auprès de certaines ressources professionnelles. On se rend compte qu'elle est déjà là et ça me fait craindre pour la suite. Donc, j'espère en fait que nous aurons peut-être nous serons capables de pourvoir à l'embauche et à la rétention de l'ensemble du personnel nécessaire à l'éducation de nos jeunes. Et j'aimerais savoir si c'est possible aussi d'avoir un suivi au niveau des ressources humaines pour savoir quels sont les postes qui sont à pourvoir et à l'heure actuelle, d'avoir un suivi un peu comme on a eu au mois de février afin de pouvoir rassurer les familles qui sont dans nos écoles
sur les actions, déjà de rassurer que les postes sont pourvus, mais aussi que nous sommes en train de prendre les actions nécessaires pour s'assurer que tout le monde aura les ressources auxquelles ils ont droit, d'autant plus que le ministre continue de se promener en disant qu'il avait fait des investissements additionnels auprès des différentes commissions scolaires là, en termes de postes de ressources professionnelles et qu'à l'heure actuelle, si nous ne sommes pas en mesure de combler ces ressources professionnelles-là, on a beau se vanter qu'on a fait les investissements, mais si sur le terrain, on n'est pas capable de pourvoir ces postes-là, c'était un peu une crainte que plusieurs avaient soulevée dans le cadre de ces investissements-là. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un suivi de façon pas régulière, peut-être mensuelle, sur les postes de professeurs au préscolaire, primaire, secondaire, ainsi que les ressources professionnelles, les postes qui sont à pourvoir? Merci. Merci, M. Gosselin. Peut-être mentionner dans le cas de l'école Saint-Arsène, il y avait un titulaire sur le poste de cette classe du primaire. Malheureusement, la personne ne s'est pas présentée puisqu'elle a eu un poste dans une autre commission scolaire. Donc, voyant l'absence de la personne, la directrice a demandé à l'orthopédagogue d'être avec le groupe. Et dans l'après-midi, on trouvait une nouvelle titulaire pour cette classe-là qui est rentrée le lendemain matin. On a eu beaucoup beaucoup d'entrevues médiatiques sur le sujet. Donc, juste revenir sur le fait qu'à la Commission scolaire de Montréal, au préscolaire primaire et secondaire, nous avons 4000 classes. Nous avons 8000 postes enseignants, puisque nous avons, comme vous le savez, aussi des postes de titulaires d'éducation physique, d'anglais, d'arts plastiques, de musique, des banques de remplaçants. Et donc, des fameux 70 postes dont on a parlé, 5 postes étaient des titulaires de classe primaire. Et évidemment, il y avait quelqu'un avec eux. Toute l'équipe des ressources humaines travaille activement puisqu'on n'est pas à l'abri d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou de tout autre événement qui survient, puisque nous gérons des humains, des personnes humaines. Donc, on fera évidemment un bilan. Vous comprendrez que dans les derniers jours, nos services, dont les ressources humaines, se sont affairés à combler les postes manquants plutôt que faire le bilan. Mais on a quand même un bon bilan sur les postes d'enseignants, de titulaires, pour vous dire que déjà, dans les derniers jours, le nombre de postes, le fameux 70 postes baissait, mais ça fluctue de jour en jour selon les événements de la vie. Nous vous reviendrons donc, évidemment, M. Ouimet en prend bonne note, là, avec un bilan des postes annoncés en lien avec les montants qui ont été accordés dans les écoles pour les différents postes. M. Ouimet, vous voulez intervenir? Peut-être répondre à une partie des questions qui ont été soulevées, en lien, entre autres, avec le protocole en cas de remplacement à répétition, pour vous dire qu'on a déjà un premier travail qui a été fait. Et ce premier travail a déjà été soumis à un groupe de direction d'école. Des réactions ont déjà été recueillies. Puis, notre directeur général va poser aussi un geste dans le prochain maintenant auprès des directions d'école de façon à suivre le dossier de façon plus particulière. Donc, on a déjà un premier document, une première consultation de fait. On va vraiment aller de l'avant avec une version améliorée qu'on va aussi apporter pour travailler au comité avec les commissaires sur la gestion des ressources humaines, donc dans la prochaine rencontre. Vous indiquez également que concernant les nouvelles mesures, les postes qui ont été ajoutés, vous savez, là, on avait fait un sprint à 2 jours de l'adoption des plans d'effectifs pour ajouter des ressources professionnelles et des personnes en soutien en lien avec l'ajout d'une nouvelle mesure qui nous était arrivée vraiment tard au printemps. On a fait le décompte à la demande du ministère, puis on a réussi à pourvoir l'ensemble de ces postes-là pour la rentrée scolaire. Toutefois, la vie étant ce qu'elle est, on a quand même des situations parmi ces postes où une personne a pris, à titre d'exemple, le poste, puis finalement fait l'entrée scolaire, ou nous annonce à la rentrée scolaire, exemple, une maternité, un congé. Donc, on a quand même, à travers ça, non pas des postes complets, mais des remplacements maintenant. Donc, on cherche pour des personnes soit professionnelles,
pour remplacer dans des contextes, dans le fond, de divers. Donc, ça peut être des congés parentaux, des congés de maternité, des congés de maladie, mais nos postes avaient été pourvus par l'ensemble des postes pour la rentrée. Merci. D'autres interventions? Monsieur Gosselin? Oui, merci. Donc, je suis content d'entendre que les postes ont pu être pourvus. J'espère qu'ils le resteront longtemps. Je pense qu'il faut revenir aussi sur le cas de Saint-Arsène parce que en fait, effectivement, on avait trouvé quelqu'un pour ce poste-là, mais on le savait bien avant le lundi matin qu'il y avait un risque que la personne ne se présente pas, puisque la direction quand même souhaitait que le poste aille à l'affichage. Elle avait même prévu la présence de l'orthopédagogue. En fait, elle avait prévu la disponibilité de l'orthopédagogue. Donc oui, il y avait un titulaire, mais c'est une situation qu'on savait un peu d'avance aussi. Il faudrait juste faire attention aussi pour ne pas banaliser ce genre de cas-là. Même si on a un nombre de plusieurs milliers de classes, on le voit. On l'a vu l'an dernier avec des remplacements à répétition. Ça a des impacts immenses sur les enfants. Ça peut avoir des impacts immenses sur les enfants. On parle beaucoup de la création du lien de confiance. C'est probablement la chose la plus importante que nous avons en tant que les enseignants ont à mettre en place avec leurs différents élèves. Donc, une fois, c'est trop aussi déjà. Donc, il faudrait faire attention pour ne pas banaliser. Donc, la dernière chose, je veux juste bien comprendre que, Madame la Présidente, donc, ce que j'entends, c'est que vous allez, ou enfin, vous, en fait, M. Ouimet, nous fera un suivi au niveau des postes, pas uniquement les postes que le ministre a rajoutés, mais l'ensemble des postes, parce que le poste les postes de professionnels dont je vous parlais un peu plus tôt, ce sont d'anciens postes, ce pas des postes qui ont été ajoutés, mais ce sont des postes qui étaient déjà là dans les écoles. Et pour un de ces deux postes-là, c'est un poste qu'on cherche à pourvoir depuis déjà plusieurs années. Donc, je voulais juste m'assurer, Madame la Présidente, qu'on va avoir un suivi de façon peut-être mensuelle sur l'évolution de l'ensemble des postes de professionnels et des postes de professeurs. Merci. Oui, nous aurons un suivi et des bilans concernant les postes en ressources humaines. Juste revenir sur le cas de Saint-Arsène. La titulaire du poste est en congé. La remplaçante de ce poste-là ne s'est pas présentée le premier jour d'école, juste pour qu'on se comprenne bien. Donc, nous ferons évidemment un bilan de ce dossier-là au fil de l'année et M. Gendron nous reviendra avec le protocole concernant les absences répétées. D'autres interventions du Conseil? M. Valkenburg. Oui, peut-être une petite anecdote, un clin d'œil pour tirer l'enjeu dans un contexte plus large. J'ai le plaisir d'avoir un voisin qui est directeur dans une grande école primaire, notre collègue à l'ouest, Marguerite Bourgeois. Je dis, puis, la rentrée, comment ça va? Et il a avoué d'avoir des grands problèmes avec des classes TSA, des nouveaux, parce qu'ils ont aussi une augmentation de la clientèle. Et il avouait qu'il démarrait plusieurs classes avec des éducatrices et des orthopédagogues, mais sans titulaire. Donc, manifestement, le problème ne se limite pas à la CSDM. Il y a toutefois, de mon côté, une grande confiance qu'on fait tout ce qu'on peut pour combler tous ces postes. Merci. Merci, M. Valkenburg. Alors, merci à tous. Nous sommes à la période réservée à la direction générale. Vous avez déjà fait votre... Bonne fin de soirée, merci.